Bonjour et bienvenue dans Europe Hebdo. Nous sommes ici dans ce qu'on appelle la rue du Parlement européen, ici à Bruxelles. Et cette semaine, gros plan sur l'hôtellerie en Europe avec des étoiles qui n'ont pas la même valeur d'un pays à l'autre. Reportage à Chypre. Mais tout de suite, une question. L'euro est-il enfin sauvé ? 11 heures de tractation et au petit matin, un accord historique pour sauver la zone euro. Un effort massif, le plan de secours adopté pourra aller jusqu'à 750 milliards d'euros grâce à un mécanisme à 3 étages. La Commission européenne pourra prêter jusqu'à 60 milliards d'euros aux pays en difficulté, une somme que Bruxelles empruntera sur les marchés en échange de la garantie apportée par le budget communautaire. Les États membres apportent de leur côté une garantie de 440 milliards d'euros. Elle passera par un fonds européen qui pourra lever des fonds sur les marchés en cas de besoin. Enfin, le FMI met sa force de frappe à disposition des Européens avec une contribution évaluée à 250 milliards d'euros. Autre effort inédit, la Banque centrale européenne se donne la possibilité de racheter des titres de la dette publique des pays de la zone euro. En échange de l'aide promise, les États s'engagent à accélérer le redressement de leurs comptes publics. Il faut attaquer les problèmes à la racine et vraiment combattre les causes des difficultés. Et c'est pour cela qu'il est très important de consolider le budget de tous les pays de la zone euro. Un appel à la discipline budgétaire devenu prioritaire en Europe. La chancelière allemande a elle-même renoncé à baisser les impôts, l'une de ses grandes promesses de campagne. En France, les dépenses publiques seront gelées pendant 3 ans. Des politiques de rigueur en perspective qui pourraient coûter cher à l'heure où l'économie européenne montre des signes timides de reprise. Alors voilà, nous sommes avec Sylvie Goulard, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc députée européenne, vous êtes membre du groupe des démocrates et des libéraux et vous êtes une fine connaisseuse des affaires économiques au niveau européen. Est-ce que le plan de sauvetage de l'euro qu'on vient de voir, est-ce que ce plan, selon vous, est suffisant ? Il est suffisant, enfin j'espère en tout cas à ce jour, pour enrayer la panique sur les marchés à laquelle nous avons assisté ces derniers jours. Ça, c'est un élément important dans la crise. En revanche, il faudra le compléter, comme le reportage l'a montré, par des mesures qui règlent la cause de ces difficultés. Les marchés s'attaquent, vous savez, c'est comme les requins, ils s'attaquent à un baigneur blessé d'abord. Il y a des baigneurs, il est soigné ? Non, justement, on apparaît au plus pressé. À mon avis, on l'a mis sur la plage là, et on va essayer. Mais il faut que, quand il retourne se baigner, il soit vraiment en bonne santé. Donc ça, c'est la chose la plus importante. C'est ce qu'a dit Mme Merkel. Je crois que tous les États membres de la zone euro doivent être sérieux avec leurs engagements de fonds de réforme économique. Alors, on a vu qu'en période de crise, on savait souvent prendre les bonnes décisions. En tout cas, l'Europe l'a prouvé. Mais ensuite, une fois que la crise aiguë est passée, c'est plus difficile justement de faire des réformes. Vous êtes confiante? Vous pensez que les réformes vont se faire en Europe? D'abord, je crois que c'est une caractéristique des êtres humains. Il faut arrêter de dire que c'est seulement en Europe. Il est très fréquent que malheureusement les gens réagissent quand ils sont le dos au mur. On peut le regretter, mais l'essentiel, c'est que le virage ait été pris. Deuxièmement, j'espère que les médias vont nous aider, qu'on va parler d'Europe à froid, qu'on va arriver à faire de la pédagogie entre les moments les plus chauds et que du coup les opinions publiques comprendront aussi qu'il y a des mesures à faire. Parce que là, par exemple, la Commission européenne fait un certain nombre de propositions, en particulier le fait qu'elle souhaiterait que les États lui fassent parvenir ses budgets avant qu'ils soient adoptés par les parlements nationaux. Est-ce que vous pensez que ça, c'est possible de le faire ? Ce qui est certain, c'est qu'une monnaie commune, ça veut dire un destin politique commun et beaucoup plus de décisions à prendre en commun. Ça ne veut pas dire que la Commission doit se mêler de tout, mais il faut qu'il y ait une vérification précise, que chacun prend sa part et le travail à faire dans chacun des États membres de la zone euro peut être d'ailleurs assez différent. Donc il ne s'agit pas de tout communautariser, mais d'avoir une vraie surveillance, dans le respect bien sûr des prérogatives des parlements nationaux. Et puis le Parlement européen fera aussi sa part. Par exemple, cette semaine, nous avons adopté tout un ensemble de règles en commission économique et monétaire, ce n'est pas encore la plénière, sur la supervision des marchés financiers. Est-ce que vous pensez par exemple que la France peut accepter que son budget, parce que le budget c'est quand même un peu le cœur du réacteur d'un État, que son budget passe d'abord ici à Bruxelles avant d'être voté par le Parlement? Si c'est un dialogue, je ne vois pas où est le problème. Et je rappellerai aux Français que s'ils n'avaient pas l'euro, le franc, en ce moment, aurait été gravement dévalué. La situation de notre pays ne nous permet pas de continuer à vivre au-dessus de nos moyens. Nous avons pris un engagement
lorsque les Allemands... Il faut un peu expliquer pourquoi les Allemands ont tant tardé à donner leur accord. Nous vivions autrefois dans une sorte de zone marque de fait. Le franc était raccroché aux marques. Et lorsqu'il y avait des problèmes en France et une vertu moins grande qu'en Allemagne, nous étions obligés de dévaluer. Ça, nous ne le faisons plus. Nous avons bénéficié en 2008-2009 de la protection de l'euro. En contrepartie, la France doit être sérieuse. Ensuite, il faut voir quelles sont les modalités. J'ai dit qu'il faut respecter les prérogatives des parlements nationaux. Mais il faut aussi qu'ils prennent leur part d'Europe. Sur le plan des déficits, on a vu par exemple que les marchés financiers, et c'est aussi pour ça qu'ils avaient beaucoup décroché, ils étaient tout à fait sensibles au fait qu'il n'y avait pas d'annonce forte sur les déficits des États. Là, l'Espagne annonce un nouveau plan d'austérité, une baisse des salaires des fonctionnaires par exemple. Est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il faut que ce soit tous les pays européens qui annoncent des plans d'austérité? Il ne faut jamais mettre tous les pays européens dans le même sac. En tout cas, les pays de la zone euro. Il y a des États membres, mais même de la zone euro. Vous avez des États membres comme l'Autriche, la Finlande, les Pays-Bas, l'Allemagne, qui dépassent à peine les seuils qui sont fixés par le pacte de stabilité. Ces pays ont fait des réformes, et parfois des réformes douloureuses, des réformes difficiles. Notre pays est à peu près à 8% de déficit alors que la règle est à 3%. Il y a des mesures à prendre. Et je dois dire que si vous regardez le rapport qui avait été fait en 2005 par Michel Peybraud à la demande du ministre de l'économie, à l'époque, c'était un rapport extrêmement alarmiste. Donc ce constat, il a été fait en France, c'est pas la Commission qui dit ça. François Fillon avait dit « je suis à la tête d'un État en faillite déjà ». Et il a raison, et donc il faut que les Français se ressaisissent. Et je crois qu'il ne faut pas seulement dire que c'est une cuillère d'huile de foie de morue. Nos emplois dépendent de cet assainissement. Nos emplois dépendent de la lutte contre des niches fiscales absolument insensées qui ont été créées, qui coûtent très cher au budget de l'État. Sylvie Goulard, alors on va continuer. L'actualité européenne cette semaine est extrêmement riche et je vous propose donc ce tour d'Europe. Regardez. Coup dur pour Angela Merkel qui a subi un revers électoral lors du scrutin organisé en Rhénanie du Nord-Westphalie. Sa coalition, alliance des chrétiens démocrates et des libéraux, a perdu cette région la plus peuplée et la plus puissante du pays. Conséquence, la chancelière allemande a perdu la majorité au Bundesrat, la chambre haute du Parlement allemand, qui représente les 16 Länder. Elle devra composer avec l'opposition social-démocrate. Sa Majesté la Reine m'a demandé de former un nouveau gouvernement et j'ai accepté. À 43 ans, David Cameron devient le plus jeune Premier ministre du Royaume-Uni depuis 200 ans. Le chef des conservateurs est officiellement installé au 10 Downing Street. Il dirigera un gouvernement de coalition avec les libéraux démocrates de Nick Clegg qui devient vice-premier ministre. Leur priorité, la réduction du déficit et des mesures pour assurer la reprise économique. En Belgique, on votera le 13 juin prochain. Des élections anticipées qui font suite à la démission du gouvernement d'Yves Le Terme, tombé sur le dossier des querelles linguistiques entre flamands et francophones dans la banlieue de Bruxelles. Des élections cruciales pour le pays, qui espère avoir un Premier ministre en exercice le 1er juillet prochain, quand la Belgique prendra la présidence tournante de l'Union européenne. Tout le monde en pince pour la fête de l'Europe. C'est mortel, non ? Et puis l'Europe en fête, à l'occasion du 60e anniversaire de la déclaration Schuman. Ambiance ludique et commémorative. L'Europe ne se fera pas d'un coup. 9 mai 1950, le ministre français des Affaires étrangères prononce un discours historique dans le salon de l'horloge du Quai d'Orsay. Il appelle la France et l'Allemagne à mettre en commun leur production de charbon et d'acier, première pierre de l'intégration européenne. Alors on voit que ça bouge beaucoup sur les scènes politiques nationales en Europe. David Cameron est donc le nouveau Premier ministre au Royaume-Uni. Est-ce que sur le plan européen, le fait que le Royaume-Uni est un Premier ministre conservateur, ça va changer la donne ? Bien sûr, enfin, c'est une nouvelle équipe, on ne peut pas dire que les conservateurs soient exactement sur la même ligne que les Labour, mais il y a deux phénomènes intéressants. Le premier, c'est que c'est la première fois qu'il y a un gouvernement de coalition, enfin depuis des décennies au Royaume-Uni, et que c'est quand même un attelage assez bizarre, puisque vous avez les conservateurs qui sont la famille de Madame Thatcher, et les libéraux démocrates qui sont des fédéralistes européens. Donc ça, c'est aussi quand même assez amusant qu'en dépit de ce soi-disant boulet dans un pays qui est anti-européen, on ait cette conjonction. Est-ce que vous pensez que l'attelage va avancer ou au contraire ils vont se neutraliser ? C'est difficile à dire à ce stade. C'est un vrai changement et je crois que c'est aussi le signe que ce pays, d'une certaine manière, se normalise. C'est assez drôle de voir comme ils étaient perdus à l'idée de faire dans le fond ce que font les Allemands, ce que font des tas d'autres pays d'Europe, c'est-à-dire gouverner les uns avec les autres. Alors un autre pays où il y a une coalition, c'est en Allemagne. Est-ce que Mme Merkel a perdu son élection régionale du week-end dernier sur la Grèce ?
Il y a des raisons plus profondes. C'est un land qui est traditionnellement à gauche. Ça avait été plutôt étonnant qu'en 2005, la CDU gagne les élections en Nordrhein-Westfalen, vieille terre charbonnière et ouvrière. Donc effectivement, c'est un changement. Mais en Allemagne, vous savez, l'esprit de coalition est très présent. Et on ne sait même pas d'ailleurs si la coalition va être une coalition de gauche avec les Verts et les socialistes ou une coalition dans laquelle il pourrait y avoir ceux qui, au niveau fédéral, gouvernent avec Mme Merkel. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent, ils sont quand même nombreux en Europe, que Angela Merkel a mené à la situation de crise, on revient un peu à notre sujet précédent, mais la situation de crise sur l'euro, est-ce que c'est elle la responsable? Absolument pas. Alors là-dessus, je vais être très franche. Je pense que, par exemple, les Français ont une part énorme de responsabilité. Pourquoi? Tout simplement parce que pour que ça marche, il faut de la solidarité. Peut-être que là, en Allemagne, il y a eu un petit retard, encore que la Cour constitutionnelle avait mis l'Allemagne dans une situation extrêmement difficile, il faut le rappeler. Mais surtout, lorsque nous avons fait l'euro, nous avions dit aux Allemands que nous ferions tout pour que la monnaie soit préservée et pour que les accords soient respectés. Mais là, en quelques mots, pourquoi les Français sont-ils responsables de la crise de ces dernières semaines? Parce que, pas seulement les Français, mais en partie les Français étant le premier partenaire de l'Allemagne, vous avez tout un phénomène en Allemagne qui est de doute sur la construction européenne parce que les partenaires de l'Allemagne n'ont pas respecté leurs paroles pour ce qui est des conditions dans lesquelles nous avons fait la monnaie unique. Donc il y a une part de responsabilité en Allemagne, dans le rythme notamment de la réponse à chaud. Il y avait une crise, il fallait répondre plus vite, c'est vrai, mais si on a eu la crise, c'est aussi parce que les autres partenaires de l'Allemagne n'ont pas été sérieux. Merci beaucoup Sylvie Goulard. Alors vous êtes députée européenne, donc vous voyagez beaucoup et vous êtes sûrement rendu compte que quand vous allez dans des hôtels en Europe, eh bien les étoiles de ces hôtels n'ont rien à voir d'un pays à l'autre. Eh bien c'est le sujet du débat avec Katia Gilder. Oui, nous sommes allés à Chypre, l'une des grandes destinations touristiques en Europe, très prisée des Britanniques. L'île compte de très nombreux hôtels. Le problème, c'est que les normes hôtelières ne sont pas forcément les mêmes qu'en France ou en Allemagne. Reportage de Julia Lecorrec. Chypre, son soleil, ses plages, ses étoiles de mer et ses étoiles hôtelières. Dans les années 80, les complexes hôteliers des 3, 4, 5 étoiles ont fleuri au sud de l'île. Car le nord, lui, est annexé par la Turquie depuis 1974 et peu ouvert au tourisme. Nous sommes à Ayia Napa, sur la partie européenne. Une destination très prisée par les Anglais et depuis peu par les tours opérateurs français. Raphaël Richard est journaliste. Il est accompagné de Patrice, son photographe. Son métier, tester des hôtels. Tiens, je vais faire ça bien. Ouais. Ça marche. Ça marche, la réception est bonne. You have French Chanel? Faut pas aller sur le balcon, je vais faire la photo. Ouais. Il travaille pour Easy Voyage, un site internet qui évalue les hôtels dans le monde. Lancé en 2001, l'entreprise est devenue le leader des comparateurs d'hôtels en France. Nous sommes à l'hôtel Asterias Beach, un 4 étoiles. Pour Raphaël, en France, il n'aurait obtenu que 2 étoiles. C'est un indicateur, mais ça représente vraiment pas grand-chose en fait. Les normes hôtelières, les classements hôteliers par étoile sont différents d'un pays à l'autre et en fait personne ne s'y retrouve vraiment, quoi. C'est pas facile. Chypre, l'un des plus petits pays de l'Union européenne. Entrée en 2004, la petite sœur de la Grèce a beaucoup souffert de la crise. Le nombre de touristes est en baisse de 10% par rapport à 2009. Alors, pour le directeur de l'hôtel, bien suivre les normes européennes, c'est rester compétitif. Je pense que le gouvernement suit l'Europe. Quoi que l'Europe dise, surtout pour Chypre, un petit pays, mais un membre important de l'Europe, nous le faisons. Je pense que c'est très logique que l'Europe demande beaucoup aux hôtels parce que c'est un marché très concurrentiel. Et à la fin, c'est le meilleur qui survivra. En face, l'hôtel Le Dôme, lui aussi sur la liste de Raphaël. Visite avec son directeur. C'est lui aussi un hôtel 4 étoiles, mais il n'a pourtant rien à voir avec le premier. C'est clean, il a été complètement refait. En 2006, ouais. Donc, ouais.
Ah oui, il me dit. Les systèmes d'accès sont... Il dit qu'ils ont fait rénovation totale en 2006, donc ça se voit par rapport à l'autre. Mais alors ça, par exemple, ça se voit qu'il est mieux, plus moderne, mais en termes de normes, parfois ça va être la même chose. Ça va être exactement pareil. Alors que c'est complètement différent. Ah oui, c'est voilà, parce que le fait que la peinture soit fraîche, ça ne va pas rentrer dans une classification hôtelière lambda, quoi. Donc ça, on peut le savoir qu'en venant le voir. Sur l'île, c'est la mairie qui délivre les fameuses étoiles. Et le directeur de cet hôtel nous assure être contrôlé régulièrement. Les 4 étoiles sont contrôlées par la mairie, par l'Office du tourisme de Chypre. Il y a une réglementation particulière que vous devez appliquer pour les salles de bain, la salle de conférence, le restaurant et la qualité du service. Et nous suivons les règles, mais elles changent souvent. En réalité, les contrôles sont très rares et ne prennent en compte que des normes d'équipement et pas la qualité de l'accueil et du service. C'est pour cela qu'Easy Voyage a mis en place sa propre grille d'évaluation. Les infrastructures d'abord, donc les généralités sur le bâtiment lui-même plutôt. Ensuite, il y a une partie vraiment pour les chambres, donc particulièrement sur les chambres, avec l'équipement, l'insonorisation, la lumière, la superficie, la vue, enfin tous les éléments de la chambre classique. Et puis après, on arrive vraiment aux parties qui sont un peu plus propres à Easy Voyage. Ça veut dire que aussi pour les hôtels clubs, on note aussi l'animation. Le but, c'est pas forcément de dire juste c'est bien, c'est pas bien. C'est aussi de dire, ben voilà, vous avez envie de tranquillité, allez plutôt vers cet hôtel-là. Vous avez envie d'animation, vous avez envie d'un hôtel proche des lieux festifs, allez plutôt à cet hôtel-là. Voilà, vous avez des enfants, tel hôtel est plus adapté pour les familles et tel hôtel est plus adapté pour un couple en lune de miel ou enfin voilà. Des étoiles qui scintillent plus ou moins en fonction des pays. Mais à Chypre, les palaces sont aussi 3 à 4 fois moins chers qu'en France. Le prix un bed and breakfast, 100 €. Autre particularité de l'île, les hôtels sans étoiles sont classés par lettres A, B et C. Rien à voir avec le système français et encore moins avec ceux des autres pays européens. Voilà, on quitte le soleil de Chypre, retour à Bruxelles au Parlement européen. 2 députés français sont avec nous. Gilles Pargnot, bonjour. Bonjour. Vous êtes député du groupe socialiste et démocrate. En face de vous, votre collègue Robert Rochefort. Bonjour. Bonjour, député vice-président du Modem et vous siégez ici à l'Alliance des démocrates et des libéraux européens. Alors Robert Rochefort, on le voit dans ce reportage, finalement les règles sont un petit peu floues. On a même vu que c'était la mairie qui pouvait attribuer les hôtels hôtelières. Est-ce qu'il n'y a pas selon vous besoin de clarification dans ce secteur? La tonalité du reportage me frappe parce que j'ai l'impression que quand l'Europe est très présente, on l'attrape de vouloir tout réglementer et lorsque, par hasard, elle n'est pas extrêmement présente, on vient en disant il faudrait tout de même mettre de l'ordre là-dedans. Écoutez, moi je vais vous donner mon sentiment très rapidement. Je crois à la fois qu'il faut essayer d'harmoniser petit à petit nos règles et en même temps il ne faut pas décider depuis Bruxelles ou Strasbourg quelles doivent être les consignes effectives hôtel par hôtel sur l'ensemble du territoire européen. Vous avez d'ailleurs bien vu qu'on ne peut pas tout réduire à des qualités techniques. Les gens qui aiment l'animation de centre-ville, les gens qui aiment le calme, ce sont des critères importants pour le choix des consommateurs. Donc il faut qu'il y ait de multiples choix, un peu plus d'ordre, mais n'allons tout de même pas vers une sorte de régiment des hôtels aussi strict que les corps d'une armée d'un pays ou d'un autre. C'est ce que vous pensez aussi, Gilles Pargnot, qu'il faut laisser un peu de souplesse à ce secteur? Je pense qu'il faut plus d'Europe. Il faut plus d'Europe et fixer des règles qui permettent de protéger le consommateur. Car finalement, c'est surtout cela qui doit être dans notre préoccupation première. Nous avons la chance, grâce au traité de Lisbonne, avec l'article 195, d'avoir maintenant un cadre juridique qui permet en matière de tourisme à l'Europe de pouvoir délibérer. Ce qui n'était pas le cas
et 6 mois auparavant dans le cadre des traités précédents de Nice ou d'Amsterdam. Nous avions eu un certain nombre de recommandations, de résolutions. La dernière, c'était un rapport d'initiative d'un collègue Costa, italien, qui avait fait adopter, de ton groupe, qui avait fait adopter ce rapport le 29 novembre 2007. Là maintenant, nous pouvons, avec la Commission européenne, légiférer et faire en sorte qu'il y ait des règles. Or, et on le voit avec ce reportage, il faut effectivement des règles permettant ainsi aux consommateurs qui, de plus en plus en matière de tourisme en Europe, accomplit ses réservations par Internet. Donc il faut non seulement qu'il y ait des règles via ces réservations qui de plus en plus se font par Internet, et ensuite, bien évidemment, faire en sorte que l'arbitre que nous sommes, l'Union européenne, puisse faire en sorte que tout le monde joue finalement sur le même terrain. Robert Rochefort, vous qui défendez le consommateur, vous admettez que c'est un service à lui rendre que de lui permettre de circuler? Il y a deux sujets assez différents. Il y a un sujet qui concerne la sécurité. Et là, de ce point de vue, d'ailleurs, l'Europe a déjà fait des choses. Les questions de normes incendie, de protection, d'évacuation. Il y a eu un rapport qui a été ça c'est très bien. Ici. Il y a également quelque chose qui concerne l'accès aux personnes à mobilité réduite, pour lequel je crois qu'il faut qu'il y ait une standardisation et une protection très grande du consommateur. Et puis à côté, il y a la question de la qualité, comment dire, je dirais plus subjective. Et moi, je crois que le consommateur aujourd'hui a besoin qu'il y ait une diversité des propositions qui sont faites. Et puis j'ai une petite inquiétude quand même, c'est qu'il ne faudrait pas que, avec, comment dire, trop de règles, comment dire, imposées au niveau de l'Europe, on tue toute l'hôtellerie indépendante qui existe dans toutes les villes de taille moyenne. Nous savons bien au cours des années passées qu'il y a eu, si je prends l'exemple de la France, il y a à peu près autant de chambres d'hôtel en France, je crois que c'est de l'ordre de 600 000 qu'il y en avait quelques années, mais il y a des milliers d'établissements qui ont disparu, des établissements de petite taille. Alors il faut à la fois que ces établissements puissent se moderniser, que pour le consommateur il y ait une grande sécurité, mais qu'en même temps on garde une diversité hôtelière. Vous savez, si l'Europe est la première destination touristique du monde, c'est pas uniquement, il faut pas uniquement travailler ces grands bâtiments standardisés avec des chaînes commerciales, comment dire, que l'on connaît plus ou moins bien. Mais il ça faut risque aussi de faire la le jeu personnalité. des lobbies aussi peut-être, voilà. et des agences de voyage qui prennent le relais, justement parce qu'il n'y a pas assez aussi sur les grandes chaînes de réglementation. Bien sûr. Non, mais je veux simplement vous dire, entendons-nous bien, parce que je pense qu'on est d'accord. Oui, de la réglementation. Oui, de la réglementation sur les questions, comment dire, je vais dire de prestations minimales. Par exemple, moi je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait un socle minimal en dessous duquel on ne puisse pas faire profession d'hôtellerie. Vous savez d'ailleurs qu'en France, la sensibilité était venue avec les incendies parisiens d'hôtels qui finalement n'étaient pas des hôtels touristiques. Oui, oui, moi, on n'est pas en désaccord, mais en même temps, je pense qu'il est nécessaire que cette industrie européenne, qui représente plus de 10 millions d'emplois, c'est 2 millions d'entreprises qui travaillent plus ou moins dans le cadre de ce développement. Donc nous avons aujourd'hui la chance de pouvoir faire en sorte d'avoir, par cette politique européenne, un développement du tourisme. Il ne faut pas la tuer, mais il faut peut-être plus. Il ne faut pas la tuer, mais il faut faire en sorte qu'à partir du moment où nous sommes pour ce développement, qu'il y ait des règles nouvelles qui soient fixées. Je prends aussi un deuxième exemple. On a vu dans ce reportage des piscines. La sécurisation, notamment par rapport aux enfants, est importante en matière de piscine. Or, on a des règles différentes, qu'on soit ici en Belgique ou en France, qu'on soit donc à Chypre. Alors Gilles Pargnot, c'est la tradition dans cette émission. On vous pose une question en direct. Écoutez les doléances de ce directeur d'hôtel à Chypre. La seule question que j'ai envie de poser, c'est qu'est-ce que vous, députés européens, vous pourriez faire pour faciliter le tourisme en Europe? Est-ce que, par exemple, l'on ne pourrait pas baisser les taxes d'aéroport et le prix des billets d'avion pour inciter les gens à voyager?
Voilà, on élargit notre débat au tourisme en Europe. Comment se porte-t-il et qu'est-ce que vous répondez à ce monsieur précisément? Je ne pense pas que la solution soit uniquement faire en sorte qu'il y ait des voyages low cost partout en Europe pour développer le tourisme. Non, il faut une qualité de l'offre touristique qui soit supérieure. L'Europe doit encore et continuer à devenir plus attractive vis-à-vis de l'ensemble des Européennes et des Européens, mais aussi vis-à-vis de l'ensemble de celles et ceux qui viennent en Europe du monde entier. Donc c'est là que nous avons l'initiative à prendre avec la Commission européenne pour légiférer et faire en sorte que nous puissions, par exemple, faire en sorte que le tourisme de proximité, le tourisme social, le tourisme, l'éco-label, là aussi nous devons faire en sorte, et ça a été dit dans ce rapport d'initiative que j'abordais tout à l'heure de notre collègue Costa, permettre ainsi une attractivité plus forte et faire en sorte que nous soyons encore plus nombreux à pouvoir visiter cette très concrète. L'avenir du tourisme en Europe, si on veut être dynamique et que ça crée encore plus d'emplois, ce sont tous les gens du reste du monde qui viennent, d'Amérique, mais aussi d'Asie maintenant. Alors là, par contre, je suis pour qu'il y ait une initiative européenne avec une sorte de labellisation, je dirais, pour cette clientèle internationale, pas forcément d'ailleurs de type 5 étoiles, instaurer des labels, mais pas pour l'ensemble du tourisme, pour faire en sorte qu'effectivement, n'oublions jamais qu'il y a des touristes qui viennent en Europe et qui ne viennent pas en France, en Allemagne ou en Italie. Ils passent quelques jours en France, quelques jours en Espagne, quelques jours en Italie. Et pour cela, je pense qu'il faudrait une sorte de traçabilité, une possibilité de dire vous allez pouvoir, en passant d'une ville à un autre, d'un pays à un autre, avoir une qualité effectivement de service. Mais ça concerne un segment. Alors pour cela, oui, faisons des choses, mais peut-être pas pour l'ensemble. Pour que la vieille Europe continue à attirer tous ces... La belle Europe culturelle, l'Europe pleine d'avenir. Justement, on va vous inviter à découvrir toutes les richesses et le patrimoine de cette belle Europe, puisque s'ouvre le 14 mai exactement la nuit européenne des musées. Elle n'est pas seulement française, elle est vraiment européenne. C'est la 5e édition et donc vous pouvez aller dans tous ces musées partout en Europe, regarder la bande-annonce. La nuit des musées, samedi 15 mai 2010, partout en Europe. A noite dos museus europeus. La notte europea dei musei. السبت 15 من آذار 2010. La nuit européenne des musées. La noche europea dos museus. La notte europea dei musei. Nocne marki w europejskich muzeach. A noite europea dos museus. The night of the museum, Saturday the 15th of May 2010. Voilà, c'est la fin de cette émission d'Europe Hebdo présentée depuis Bruxelles. La semaine prochaine, nous serons à Strasbourg. Bonne suite de programmes sur les chaînes parlementaires. Aimé Césaire, figure emblématique de la Martinique et de la communauté noire, a inventé le concept de la négritude. La négritude fait référence à des groupes humains qui ont subi les pires violences de l'histoire. Une personnalité exceptionnelle à la dimension internationale, un humaniste engagé contre le racisme. Il n'est pas vrai que le racisme est mort. Nous savons tous qu'il est là, qu'il sévit ça et là, et parfois là où on le croyait terrassé à jamais. À l'occasion de l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage, ce voyage poétique retrace la vie du grand homme politique et de culture. Papa Césaire, un documentaire de Sarah Maldoror, samedi à 22h, suivi d'un débat animé par Élise Lucet. Publicsénat.fr devient le portail de l'information politique. Dès à présent, vous pouvez suivre l'actualité politique et parlementaire en temps réel. Conversez, réagissez et participez à tous les contenus du site. Et toujours la chaîne Public Sénat en direct, 24 heures sur 24, comme l'ensemble de vos émissions en VOD, en accès gratuit et illimité. Bienvenue dans Parole du Monde.
À l'occasion de la Coupe du Monde de football qui commence le 11 juin prochain, le Bureau international du travail sort son carton rouge contre le travail des enfants. D'après le BIT, ils sont plus de 200 millions dans le monde, de moins de 18 ans à exercer une activité professionnelle. La moitié risque leur vie. C'est le dossier de cette émission. Au programme également une rencontre avec une journaliste palestinienne de nationalité israélienne. Roula Djebréal publie Miral chez O Éditions. Et on commence comme d'habitude par notre tour du monde des télévisions étrangères. Ça s'appelle Écran d'ailleurs et c'est préparé par Paul Bouffard. Parade digne de l'ère soviétique à Moscou, le président russe Dmitri Medvedev fête la victoire des Alliés sur les nazis. 10 000 soldats et des caméras embarquées sur les chars et autres avions de chasse. Mais derrière le défilé grandiose, une polémique. Les nationalistes voient d'un mauvais œil que la bannière étoilée marche au pas pour la première fois sur la place rouge. Survêtements et voiles dans un stade de Gaza City. Des Palestiniennes improvisent une compétition d'athlétisme. Course, saut en longueur, ces femmes font du sport en plein territoire gouverné par le Hamas. Pourtant, pour les islamistes au pouvoir, l'activité est contraire aux lois divines. Pas de député à la Chambre des communes pour l'extrême droite anglaise. Échec aux législatives, mais dans la rue, Bob Bailey démontre que les membres du British National Party sont des hommes de terrain. En visite dans la banlieue de Londres, une bagarre éclate. L'homme politique roue de coups un jeune d'origine asiatique. C'est le plus jeune Premier ministre britannique depuis près de 2 siècles. David Cameron a été nommé par la reine après la démission du sortant Gordon Brown. Le chef de file des conservateurs met donc fin à 13 ans de règne travailliste et fait entrer les libéraux démocrates au gouvernement. Le nouveau locataire du 10 Downing Street avait remporté les élections législatives du 6 mai dernier, mais sans majorité absolue. Les Philippins l'appellent Noy Noy, petit garçon. Il est le fils de l'ancienne présidente Cory et du sénateur Ninoy. Benigno Aquino est le nouveau président des Philippines, dans un pays où près d'un habitant sur 3 vit avec moins d'$1 par jour. Il avait fait de la lutte contre la corruption et contre la pauvreté la priorité de sa campagne. À noter que les violences qui ont accompagné les élections ont fait au moins 10 morts. Ils se sont ouverts dans un climat de scepticisme. Après 18 mois d'interruption, les pourparlers ont repris entre Israéliens et Palestiniens, mais il s'agit de négociations indirectes par l'intermédiaire de l'émissaire américain George Mitchell. Et en attendant d'avoir un État, eh bien, les Palestiniens disposent d'un embryon d'armée, une force spéciale formée par les États-Unis à la frontière cisjordanienne. Son rôle, c'est de défendre l'autorité palestinienne. Ces soldats sont des soldats palestiniens. Membres du 2e bataillon spécial, ils s'entraînent en situation ici à Jéricho, en Cisjordanie, pour désamorcer un attentat suicide ou neutraliser un sniper. Des heures et des heures d'entraînement pour ces troupes déployées en Cisjordanie contre 2 cibles clairement identifiées, les gangs criminels et le Hamas. Appelées forces de sécurité nationale, ces unités ont été créées en 2005 sur une initiative américaine. 3 bataillons de 500 hommes, chacun financé par Washington. Des Palestiniens soigneusement recrutés en Cisjordanie pour éviter tout lien avec la criminalité ou le terrorisme. L'objectif, créer une armée loyale envers l'État palestinien à venir. En attendant, ces unités doivent protéger le Fatah contre une éventuelle prise de contrôle d'une faction rivale, en l'occurrence le Hamas. Reste que les Israéliens occupent toujours la Cisjordanie. Certains voient d'un mauvais œil cette armée nationale capable de prendre les armes contre Israël. D'autres lui reprochent de n'être que le supplétif de l'occupation israélienne. Seule la création ferme et définitive d'un État palestinien pourrait mettre fin aux soupçons.
C'est leur dernière exigence avant de mettre fin à leur mouvement. En Thaïlande, les chemises rouges demandent au vice-premier ministre de se rendre à la police. Les manifestants estiment qu'il est à l'origine des affrontements qui ont fait 25 morts et 800 blessés le 10 avril dernier. La crise qui dure depuis la mi-mars paralyse le centre de Bangkok et commence à peser sur l'économie. Les opposants au régime ont déjà obtenu du Premier ministre l'organisation d'élections anticipées le 14 novembre prochain. Il l'a choisi pour son excellence et son intégrité. Désignée par Barack Obama, Elena Kagan est la 3e femme de la Cour suprême, nommée 1 an après Sonia Sotomayor. Elle a été la première femme à occuper le poste de solliciteur général qui défend la position du gouvernement américain devant la Cour suprême. Brillante juriste progressiste, elle s'était également fait remarquer lorsqu'elle était doyenne de Harvard. Elle avait bloqué l'accès au campus aux recruteurs de l'armée pour protester contre l'interdiction qui était faite aux homosexuels de s'enrôler. Les souffrances viennent de l'intérieur, du péché qui existe dans l'Église. C'est par ces mots que le pape est revenu sur les scandales de pédophilie qui touchent l'Église catholique lors d'un voyage de 4 jours au Portugal. Une visite dans un pays ami illustrée par cette photo décryptée par Mireille Lemaresquier, la chef du service Monde.